Bonjour à toutes et à tous. Donc, bon, voilà, je suis Léo Couteleg, je fais de la recherche en philosophie des sciences, donc en épistémologie, où j'essaye de montrer en quoi l'épistémologie peut être utile à une approche éthique des sciences et des techniques. Voilà. Donc, que ce n'est pas deux disciplines finalement différentes, mais que c'est une même et seule discipline d'étude des sciences et des techniques. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder la question des biotechnologies et de poser la question quelle éthique pour les biotechnologies. Voilà. Bon, ça peut sembler une question banale, une question résolue. J'essaierai de vous montrer que ce n'est pas le cas et que finalement c'est une question assez compliquée de savoir quelle éthique peut-on construire, peut-on mettre en avant pour traiter cette question des biotechnologies. Alors pour les lecteurs attentifs, ils auront remarqué dans le titre une curiosité. Alors je vais commencer par ça. Pourquoi ai-je titillé votre attention avec cette question de biotechnologie du vivant qui, a priori, alors il y a le S à vivant qui là n'est pas de moi, c'est une faute. Par contre, sur lequel je voudrais, le paradoxe sur lequel je voudrais vous alerter en introduction, c'est biotechnologie du vivant, puisque, a priori, biotechnologie, si on traduit ce terme, c'est les technologies du vivant. Donc biotechnologie du vivant, ça serait les technologies du vivant, ce qui vous semble un peu bizarre. Donc, pléonasme ou paradoxe. Alors, si je veux appuyer sur cette formule, qui est une formule comme les autres, biotechnologie du vivant, c'est pour montrer, d'une part, pour vous alerter que les biotechnologies, en tant qu'entité, sans tirer entre bio et technologie, s'autonomisent, se distinguent du vivant. Et pour montrer ça, il faut justement essayer de réfléchir à nos conceptions du vivant. Dans biotechnologie, la conception du vivant qui est sous-entendue, c'est une conception mécaniste. Celle des biotechnologies, c'est une conception mécaniste où le vivant est découpé en composants. Gènes, molécules, voilà, en composants moléculaires, cellulaires ou en organismes. Alors que la conception du vivant que l'on peut avoir habituellement est plutôt une conception holistique où le vivant est considéré comme un tout. Donc ce serait plutôt une vision organistique. Donc lorsque j'emploie le terme biotechnologie du vivant, c'est pour montrer qu'il y a un problème sur la conception du vivant sous-entendu par les biotechnologies et que finalement ce terme laisse entendre que le vivant mécanique des biotechnologies entretient avec le vivant holistique de la nature des relations conflictuelles. Des relations de capture, des relations de dissémination, des relations d'invasion, des relations de pollution. Et que toute la question des biotechnologies va être de travailler cette relation conflictuelle entre une vision mécaniste du vivant et une vision plus organistique, plus holistique du vivant. Alors, donc c'est tout le débat, effectivement, ontologique, qui est en toile de fond des controverses autour des biotechnologies. C'est le débat entre l'unité organique complexe du vivant, dans lequel, comme le dit Miguel Benazayac, toute fonction est une fiction. C'est-à-dire que dès qu'on isole une fonction d'un organisme, c'est une fiction qui peut être utile pour comprendre l'organisme en question, mais ça reste une fiction. Donc le débat entre cette vision-là et puis la vision du grand mécano, où l'on pense pouvoir reconstruire la vie à partir de briques élémentaires. Tous les débats autour de la biologie de synthèse se tournent autour de ça. Alors, bon, ce petit jeu de mots, biotechnologie du vivant, me permettait d'introduire cet aspect-là, mais c'est pour mieux c'est pour mieux prendre du recul par rapport à ça, puisque ça, c'est un débat en éthique, l'éthique du vivant, un débat qui va mobiliser nos conceptions de la nature, qui est extrêmement complexe, et je montrerai que c'est parmi les alternatives pour penser les biotechnologies en éthique, c'en est une, mais ce n'est pas la seule. Voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à la curiosité de ceux qui avaient pensé à un pléonasme, mais c'en est un, vous avez raison, mais qui veut dire une certaine chose. Alors, donc, premièrement, qu'appelle-t-on donc
Biotechnologie, de façon un peu moins ontologique et philosophique, mais d'un point de vue plus pragmatique. Biotechnologie, si l'on en croit la définition de l'encyclopédie Universalis, c'est l'ensemble des méthodes et des techniques utilisant des composants du vivant, donc molécules, cellules, organismes, gènes, pour rechercher, modifier ou produire des substances chimiques ou des éléments d'origine végétale, animale ou microbienne. Donc on voit bien que la définition classique admise en tout cas de façon publique, c'est une forme d'ingénierie du vivant où l'on peut modifier, produire, composer, recomposer à partir d'éléments de composants du vivant des substances, des nouveaux éléments, qu'ils soient végétaux, animaux ou microbiens. Voilà. Donc ça, c'est la définition un peu générique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les biotechnologies aujourd'hui, comme vous le savez, si vous lisez n'importe quelle page sciences et techniques de vos quotidiens ou de vos magazines, sont à peu près partout. Le médicament et la santé, l'environnement, l'agriculture, l'agroalimentaire, la chimie, etc. Et que pour éviter de mettre toutes les biotech dans le même panier, certains de nos dirigeants, de différents organismes, dans un souci d'acceptabilité sociale, ont cru bon de créer des typologies pour essayer d'y voir clair dans les biotechnologies, dans un souci de clarté, mais comme je disais, surtout d'acceptabilité sociale, sachant qu'il y a certaines biotechnologies, comme vous le savez, qui sont extrêmement controversées. Pour éviter qu'elles fassent de l'ombre à toutes les biotechnologies, on a créé des catégories. Alors ça, c'est pour votre information. Il y a 4 catégories qui correspondent à 4 couleurs, bleu, blanc, rouge et vert. Ça n'a rien à voir avec des drapeaux ou quoi. Le rouge, ce n'est pas parce que les biotechnologies seraient révolutionnaires, mais c'est que ces biotechnologies sont liées au domaine de la santé, du médicament, du diagnostic, dont on parlait précédemment, de tous les diagnostics génétiques, et plus largement tous les procédés génétiques ou moléculaires à finalité thérapeutique. Donc, ce qu'on appelle les biotechnologies rouges, ça va être tous les débats autour des cellules souches, autour du clonage, autour des diagnostics génétiques, que l'on connaît très bien. Les biotechnologies vertes, donc ce n'est pas parce qu'elles seraient potentiellement écologiques, c'est parce qu'elles ont trait aux végétaux. Donc là, c'est toutes les biotechnologies qui sont liées à l'agriculture, à l'élevage, à l'agroalimentaire. Et ici, on pense évidemment au problème de la transgénèse et plus largement des organismes génétiquement modifiés, qu'ils soient végétaux ou animaux. La troisième catégorie que l'on a usage pour traiter les biotechnologies, c'est les biotechnologies bleues. Les biotechnologies bleues sont plus récentes, c'est celles qui concernent les milieux aquatiques, comme son nom l'indique, et qui ici sont plutôt utilisées pour augmenter le taux de croissance des espèces aquatiques ou d'étendre la gamme des espèces aquatiques cultivées. Ici, on va penser à une biotechnologie comme le saumon, par exemple, transgénique, dont je reparlerai par la suite, qui pose un certain nombre de problématiques éthiques assez intéressantes. Et puis, la quatrième, c'est les biotechnologies blanches, plus récentes également. Blanches, non pas parce qu'elles sont pures, mais parce qu'on a utilisé ce terme pour parler de tout ce qui est fabrication de produits, de procédés, de bioénergie à partir de l'utilisation de la biomasse. Voilà, donc c'est toutes les techniques, les biotechnologies qui permettent d'utiliser la biomasse pour créer des nouveaux produits, polymères, édulcorants, mais aussi biocarburants, comme c'est le cas dans les bioraffineries intégrées. Voilà. Donc, il y a déjà une ruse qu'il faut essayer d'identifier, c'est celle qui consisterait à dire qu'il y a des biotechnologies et qu'il y en a des bonnes et des mauvaises, finalement. Et on le voit souvent, il y a les bonnes biotechnologies qui sont celles de la santé, puis les mauvaises biotechnologies qui sont celles de l'agriculture, les nanotechnologies, etc. Donc, cette typologie colorée, j'allais dire, ne doit pas nous aveugler. Nous devons quand même traiter la question de quelle éthique pour les biotechnologies de façon générale, de façon générique. Qu'est-ce que posent les biotechnologies, indépendamment du fait qu'on peut les utiliser dans tel ou tel secteur ? Parce que je crois qu'elles posent toutes les mêmes interrogations et
quel que soit l'usage, en soi, ces biotechnologies nous interrogent. Donc si je vous ai cité cette typologie, ce n'est pas pour m'y enfermer, mais pour vous dire que ça existe et que c'est une des façons de circonscrire le débat éthique en disant ben là, je vais traiter des biotechnologies de tel secteur et je prends beaucoup de précautions. Alors, deuxième aspect, maintenant que l'on a ce paysage assez complexe, très hétérogène des biotechnologies, posons véritablement la question de quelle éthique. Ici, la question que je pose, c'est celle de la construction d'un espace. La construction d'un espace, non pas un espace éthique, mais d'un espace pour penser l'éthique, d'un espace de pensée. Donc, pas un espace physique, mais un espace de l'entendement. Je crois que l'éthique est prise en étau entre deux instrumentalisations. La première instrumentalisation dans laquelle l'éthique est prise, c'est celle d'être une entreprise de justification. La deuxième instrumentalisation dans laquelle l'éthique est prise, c'est celle de finalement être le nouveau nom d'une nouvelle morale à l'ère des biotechnologies. Je crois que l'éthique doit se frayer un chemin, doit construire une autonomie indépendamment de ces deux types d'instrumentalisation. Alors la première instrumentalisation, elle est bien connue dans les milieux des philosophes des sciences ou des éthiciens, puisque nous sommes régulièrement convoqués pour essayer d'accompagner les processus de création, de production des connaissances ou des objets techniques. C'est l'instrumentalisation donc par la justification, où l'éthique ici serait convoquée pour essayer de justifier, d'apporter un petit peu un alibi, voire un argument marketing, des fois c'est aussi ostentatoire que ça, au progrès scientifique et technique, quel qu'il soit. Donc vous savez qu'aujourd'hui, quand on dépose un projet au niveau de l'Europe, un projet dans le domaine des sciences et des techniques, il y a tout le temps maintenant une obligation à avoir une partie sur les impacts éthiques et sociaux de la recherche. Bon. Quelle place l'éthique ici joue? Voilà la question que je pose. Est-ce que c'est simplement un supplément d'âme, une forme d'obligation morale que les porteurs d'enjeux, les décideurs nous imposent, ou est-ce que l'éthique a un véritable rôle dans la recherche en question pour essayer de mieux la comprendre? Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, l'éthique est souvent prise dans une entreprise de justification ou de ce que Didier Sicard appelle l'éthique comme un alibi, où finalement l'éthique a une fonction importante, c'est qu'elle nous empêche de poser les vraies et les bonnes questions. Voilà. Donc, il faut essayer de faire en sorte que l'éthique ne soit pas prise dans ce type d'instrumentalisation. On connaît ici la charge très radicale, qui vaut ce qu'elle vaut, de Francis Fukuyama, par ailleurs assez polémique, qui pense que, il dit dans un de ses ouvrages, que les éthiciens ne sont que des justificateurs sophistiqués de ce que la science et la technique veulent réaliser. Voilà. Est-ce que l'éthique c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Je crois que ça c'est la première partie de l'étau. Puis la deuxième, c'est plus compliqué à traiter. C'est l'éthique comme finalement le nouveau visage de la morale. Où ici, lorsque je discute avec des spécialistes, que je ne suis pas de philosophie morale ou d'éthique, on ne voit pas bien encore l'utilité de distinguer l'éthique de la morale. Alors je crois que c'est très important de le faire. Ici, on pourrait faire toute une intervention là-dessus, que je ne ferai pas, mais on pourra y revenir dans la discussion. Mais je crois que la morale, il faut la restreindre à son approche par les normes et les valeurs, c'est-à-dire son approche déontologique, celle qui, effectivement, est très utile, est indispensable dans un certain nombre de cas, qui nous permet de mettre des bornes, de mettre des limites, de poser des règles. De l'éthique, distinguer cette morale de l'éthique, et là je suivrai plutôt la pensée de Paul Ricoeur, c'est-à-dire l'éthique plutôt comme une visée indéterminée, voilà, visée de la vie bonne, dit-il, mais j'allais dire moi une visée indéterminée, c'est-à-dire l'éthique qui ne se pose pas sur des a priori, mais qui se pose plutôt sur un avenir, un futur. Alors Didier Sicard, toujours, lorsque je l'avais interrogé sur cette distinction entre l'éthique et la morale, me disait la chose suivante, que j'aime à répéter, disait que la morale, c'est les réponses avant les questions, alors que l'éthique, c'est les questions sans attente de réponse. Je crois qu'il avait vu juste dans l'utilité que peut avoir l'éthique par rapport à la morale, qui par ailleurs reste indispensable, bien entendu, et très importante. Mais je crois que l'éthique va au-delà, en tout cas dans ses prétentions.
C'est ce qu'on va essayer de voir. Hein. Donc, si l'éthique n'est ni une entreprise de justification, ni une nouvelle forme de la morale, alors l'éthique, qu'est-ce que l'éthique? Troisième problème lorsque l'on pose la question de l'éthique, c'est celle du champ d'application, sa surface d'affection. Lorsque l'on parle de l'éthique, souvent on parle d'éthique appliquée. On parle d'ailleurs des éthiques appliquées. C'est un peu le problème que j'ai brossé avec les couleurs, c'est-à-dire qu'on va vous parler d'éthique de bioéthique, d'éthique biomédicale, d'éthique environnementale, d'éthique animale, d'éthique économique et sociale, voire d'éthique des affaires. Et donc on va segmenter les champs de l'éthique selon finalement le cas qu'il y a à traiter. Je crois que pour construire l'espace de l'autonomie de l'éthique, il faut aussi déjouer ce piège. Bon, non pas que les éthiques appliquées ne soient pas utiles, au contraire, elles le sont dans la mesure où elles permettent d'aller au plus près de la pratique, des cas, et de comprendre finalement ce qui s'y fait, mais elles pêchent dans le sens où elles empêchent finalement un questionnement transversal. Pas volontairement, mais en tout cas, elles le permettent rarement. Lorsque, par exemple, dans le domaine de l'éthique animale, dans ce qui s'appelle aujourd'hui les comités d'éthique de l'expérimentation animale, on traite de cette question-là. On voit bien dans les débats qu'il est énormément question, par exemple, d'éthique économique et sociale, de conditions de travail des techniciens dans les laboratoires, qu'il est question de rapports de force économique au sein d'une recherche, etc. Donc, autant de sujets qui traitent d'un autre domaine de l'éthique appliquée, qui est l'éthique économique et sociale, et que l'on ne va pas aborder, en tout cas pas de façon première. C'est dans les observations que j'ai pu faire dans ce genre de comité d'éthique, c'est des questions qui viennent souvent après, qui font partie du paysage, mais qui ne, pour ainsi dire, ne comptent pas dans la décision. Donc, l'éthique a besoin aussi de transversalité. Donc, dans le type de questions qu'elle va poser. Donc, dans cet espace finalement assez restreint, hein, la marge de manœuvre est assez faible finalement pour l'éthique. D'où peut-être son invisibilité la plupart du temps. Plusieurs propositions tout de même ont été formulées qui, dans la littérature depuis un certain nombre d'années. Bon, j'en ai identifié 4 que je ne vais pas traiter de façon égale parce que ça me demanderait trop de temps. La première, c'est la question de l'éthique de la responsabilité. Donc le principe de responsabilité qui a été introduit par Paul Lou, qui me semble important, ça a été mis en avant par Hans Jonas avec le principe responsabilité. Puis il y a eu tout un tas de réflexions sur cette question de l'éthique de la responsabilité, j'y reviendrai. L'autre alternative, c'est l'éthique des vertus, où là, on va finalement s'appuyer sur la question des vertus de la personne, de l'individu en tant que tel. Voilà, son comportement sera éthique, d'autant plus qu'il sera vertueux. Et quelles sont les vertus? On a les vertus aristotéliciennes, mais y en a-t-il d'autres? Il y a la proposition de l'éthique de la justice, dont les débats sont très vifs actuellement et que je crois très importants. Puis il y a la question de l'éthique du vivant que j'ai traitée un petit peu en introduction. Par rapport à ces 4 propositions, qui je crois les 4, selon bien sûr les positionnements que l'on a à l'intérieur d'elles, des positionnements théoriques, je crois que ces 4, en tout cas, permettent de créer un espace transversal et autonome pour l'éthique. Et je voudrais plus précisément, moi, traiter la question de l'éthique de la responsabilité, sachant que je considère que l'éthique des vertus, sa portée est trop individuelle par rapport aux questions des biotechnologies dont on a affaire, même si elle n'est pas désuète, elle est, à mon avis, trop individuelle. Question d'éthique de la justice, je la crois intégrée dans la question de la responsabilité, même si ce n'est pas complètement le cas, j'en conviens, mais et puis les débats sont bien trop complexes pour les aborder ici. Puis l'éthique du vivant, j'en ai dit un mot. Je ne voudrais pas non plus aller sur cette piste-là, étant donné qu'elle mobilise énormément de conceptions ontologiques du vivant et de la nature qui demanderaient une conférence en soi. Donc traitons plutôt de la pertinence, me semble-t-il, d'une éthique de la responsabilité pour justement construire cet espace éthique autonome qui permettrait d'interroger les biotechnologies. Alors, première déjà distinction, qui est une évolution du concept de responsabilité de ces 40 dernières années, en parlant d'une éthique de la responsabilité sociale.
Alors cette responsabilité sociale, elle est importante à souligner, puisque la responsabilité sociale s'immisce dans les débats entre la responsabilité juridique et la responsabilité morale. Elle est bien entendu très liée à ces deux types de responsabilités, mais elle les dépasse significativement dans le sens où la responsabilité sociale est une responsabilité qui n'est pas appliquée à un individu, mais à un collectif. Et donc c'est si vous préférez le terme, une co-responsabilité. Elle est sociale, elle a aussi un aspect temporel qui est très important, c'est que ce n'est plus une responsabilité pour faute sur des actes passés, mais c'est une responsabilité envers des actes futurs et leur impact, leurs conséquences. Donc la responsabilité sociale, c'est une responsabilité collective, une co-responsabilité sur les actes, sur les conséquences de nos actes à venir. Donc ça rejoint le débat précédent, mais on décale ici un petit peu le regard, comme vous allez voir. Donc une éthique de la responsabilité, je crois qu'elle est pertinente si elle est une éthique de la responsabilité sociale pour ces deux raisons. L'aspect aujourd'hui complètement collectif de la recherche scientifique, de la recherche biotechnologique, de la science en général, où il est bien entendu, la responsabilité est diffuse. Pierre-Henri Gouillon l'a dit au niveau des entreprises, c'est vrai au niveau de tous les acteurs, où il est difficile d'identifier des responsabilités, même si cela n'est pas impossible. Mais je crois qu'il y a ici un enjeu de penser une co-responsabilité. Donc, être responsable collectivement, c'est être capable de répondre d'eux. Donc ça, c'est la définition de la responsabilité. C'est être en capacité de répondre d'eux, en capacité de comprendre ce que l'on fait et d'en évaluer les conséquences. Donc on élargit un petit peu, on complexifie le principe de responsabilité. Pour ce faire, je crois qu'il nous faut maîtriser une forme d'art, si ce n'est une science, mais je ne crois pas que c'en est une. C'est l'art finalement de base de la philosophie, qui est l'art du questionnement, mais ici ce sera le questionnement éthique, sachant que, à mon avis, l'éthique de la responsabilité est une entreprise de questionnement collectif. On va rejoindre ici les questions de la participation, les questions de l'éthique interroge la cité, comme c'est le titre de ces 10 heures de l'éthique, où l'éthique n'a pas à être confinée. Ici, on va essayer de lever aussi le piège entre une éthique confinée, celle des comités d'éthique, mais qui aujourd'hui s'ouvre de plus en plus, mais qui est tout de même une éthique de sages, de spécialistes. Une éthique embarquée, qui est celle des projets de recherche, où l'éthique est complètement prise dans une problématique très circonscrite et où il faut qu'elle produise elle-même ces facteurs d'autonomie. On va parler plutôt ici d'une éthique impliquée, donc qui est une éthique qui va s'impliquer avec les acteurs, tous les acteurs, dans le questionnement collectif. Voilà. Donc, vous comprenez bien où je veux en venir, c'est que dans ce type de responsabilité sociale, responsabilité collective, il s'agit de savoir, et c'est là le plus important, il s'agit de savoir de quoi on parle. Il s'agit de savoir de quoi on parle, et je crois que c'est l'enjeu éthique premier, le plus important. En tout cas, dans les débats actuels sur les biotechnologies, je vois que c'est un problème et dont on a du mal à traiter. Alors, répondre à la question, savoir de quoi on parle, ne doit pas nous renfermer dans une éthique appliquée, mais doit être une démarche qui va prendre ce qu'il y a à prendre dans les réflexions des éthiques appliquées, quelles qu'elles soient, les considérer comme des matériaux, en quelque sorte, nous sommes un peu des constructeurs. On va prendre les éthiques appliquées comme des matériaux, mais pas que. On va aussi prendre un certain nombre d'autres matériaux de toutes les disciplines pour essayer de comprendre de quoi on parle. Donc c'est là où je suis peut-être plus à l'aise, dans le sens où c'est des questions fondamentalement épistémologiques, dans le sens où une éthique de la responsabilité collective liée aux biotechnologies ne peut pas passer l'étape, ne peut pas faire l'économie d'une réflexion épistémologique sur les objets auxquels nous avons affaire. J'allais dire, c'est la première étape. C'est la première étape du questionnement éthique. Après, il y a tout un tas d'autres étapes. Donc ici, il s'agit de savoir de quoi on parle, et je l'aborderai par rapport à notre responsabilité que l'on a vis-à-vis des objets.
Alors les objets, prenez-les dans une définition très large de l'objet. Ça peut, même si je prendrai un exemple après, ça peut être tout type d'objet issu des biotechnologies. Je crois que la première leçon qu'il faut tirer de l'observation des objets issus des biotechnologies, c'est leur caractère multidimensionnel. Les objets auxquels nous avons affaire ne sont pas des objets scientifiques et techniques auxquels il faudrait appliquer une évaluation des risques, une étude des impacts, voire un jugement éthique a posteriori. Je crois que ça fait partie des problèmes actuels du traitement des biotechnologies, c'est de les considérer comme des objets scientifiques et techniques, ce qu'ils sont, bien entendu, par ailleurs. Mais ce n'est pas que des objets scientifiques et techniques, et la question des valeurs, la question des intentions, la question des relations, la question des dimensions non scientifiques et techniques, c'est-à-dire les dimensions anthropologiques, culturelles, sociales, économiques, ne doivent plus être considérés comme secondaires, venant après finalement le traitement scientifique et technique de l'objet, mais comme nous y invitait déjà il y a maintenant plus de 40 ans Gilbert Simondon, un philosophe de la technique, sont des dimensions constitutives de l'objet. Ainsi, il nous faut traiter la question de l'objet donc selon cette approche de l'étude de son mode d'existence. Et l'étude du mode d'existence des objets techniques, donc c'est l'étude de l'objet technique dans son milieu associé, nécessite de travailler toutes les dimensions de l'objet, et pas simplement les dimensions scientifiques et techniques. Ici, j'identifie une forme de tension dans les débats sur les biotechnologies entre deux types de pensées. Une pensée qui est celle qu'avec un collègue lyonnais, Jean-Philippe Piron, nous avons appelé une pensée laboratoire, une pensée qui pense l'objet, que ce soit un objet issu des nanotechnologies, de la biologie de synthèse, un objet issu des OGM ou l'identification d'une maladie ou d'un médicament. Il y a, je crois, dans les débats une hégémonie, sinon voilà, une place prépondérante pour une pensée laboratoire qui essaye de décrire cet objet de façon abstraite, c'est-à-dire comme dans toutes ses dimensions scientifiques et techniques, c'est toutes ses potentialités, et que cette pensée laboratoire, ce télescope, rencontre ce que l'on a appelé, après c'est du vocabulaire, on en fait ce que l'on veut, une pensée territoire, c'est-à-dire une pensée où l'objet n'est plus abstrait, pensé dans son laboratoire, dans des conditions contrôlées, mais l'objet est concret, dans le sens de Simondon, c'est-à-dire où il s'est individué, et où il est inscrit, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans un ensemble de causes et d'effets, en partie imprévisibles, avec lesquels il doit faire pour évoluer. Donc, selon la conception de l'objet que l'on a, on sera dans le cadre plutôt d'une pensée laboratoire ou plutôt d'une pensée territoire. Et j'allais dire, les conséquences sont très différentes. Actuellement, l'évaluation, pour prendre un exemple des OGM, se fait dans le cadre d'une pensée laboratoire, où l'on pense pouvoir évaluer les OGM selon le paradigme du risque, en l'isolant en quelque sorte de toutes ces relations avec un environnement qui n'est pas qu'un environnement économique et social, mais qui est aussi biogéographique et anthropologique. Donc ici, il faut essayer de voir la place que peut jouer dans un objet les relations. Les relations que l'objet peut avoir avec son environnement sont-elles secondaires, comme c'est le cas actuellement, comme on les traite actuellement, ou ces relations sont-elles constitutives? Alors pour les philosophes aguerris, vous comprenez bien que c'est toute la question des termes et des relations qui a fait beaucoup débat en philosophie. Ici, Simondon tranchait pour dire que les relations ne sont pas secondaires par rapport aux termes, mais sont constitutives des termes. Les relations sont contenues dans les objets. Lorsque l'on appréhende un objet multidimensionnel, il faut penser effectivement qu'en lui, il contient les types de relations qu'il va engager avec son environnement social, économique, biogéographique, etc. C'est aussi la question des intentions. Alors, les intentions, philosophe des sciences Gérard Holton parlait de l'imagination scientifique comme la troisième dimension des sciences, à côté des procédures et des types de rationalité. L'imagination scientifique, on peut dire que c'est toutes les intentions, toutes les valeurs implicites, toutes les hypothèses d'arrière-plan qui sont à l'origine de la création d'un objet ou d'un procédé, et qui sont souvent, justement parce qu'ils sont implicites, ils ne participent pas au processus de compréhension de cet objet, et donc a fortiori à son évaluation. Or, ces intentions, ce que j'ai observé
différents cas, c'est que ces intentions, c'est ce qui institue les modes d'existence des objets techniques. L'intention, par exemple, actuellement, de certains concepteurs d'OGM, d'échapper à la législation sur les OGM. C'est une intention qui n'est pas secondaire, c'est une intention qui est constitutive de l'objet en lui-même. Et l'ingénierie que l'on va mettre en place va prendre en compte cette intention de façon fondamentale. Et ça va avoir des impacts scientifiques et techniques, effectivement, ensuite très importants. Mais ici, j'allais dire, on renverse un petit peu les choses. Donc, la question des intentions, la question des valeurs, qui sont la question des relations, constitue finalement ce qui fait l'épaisseur d'un objet. Et donc, aujourd'hui, il est difficile finalement de se restreindre lorsque l'on aborde les questionnements éthiques à propos des biotechnologies à une pensée laboratoire qui isole l'objet de son environnement pour ne traiter ensuite que les risques ou les impacts de cet objet. Et on voit bien, excusez-moi, tous les problèmes que cela peut poser. À titre d'exemple, puisqu'il faut un petit peu mettre de la chair à mon propos. À titre d'exemple, j'ai particulièrement bien étudié la question assez décalée par rapport à ce qui peut préoccuper ici un certain nombre de personnes, domaine biomédical, mais la question des poissons génétiquement modifiés aux États-Unis. C'est un produit issu des biotechnologies qui, a priori, est quelque chose qui va arriver sur le marché de façon assez imminente, même si ça fait maintenant 2 ans que je dis ça et que ça n'arrive pas, mais les pressions sont telles, on pourra y revenir, que ça risque quand même d'arriver. J'ai étudié le processus d'évaluation du poisson génétiquement modifié des années 80, 83 jusqu'à 2011. Je me suis arrêté à 2011 pour ensuite passer à autre chose. Ce que j'ai remarqué, la première demande auprès de la FDA, c'est une firme canadienne, enfin américo-canadienne, qui s'appelle Aquabounty, qui a fait une demande auprès de la FDA, donc qui est un organisme une agence gouvernementale chargée d'évaluer les risques des médicaments, mais aussi des nouveaux aliments avant leur mise sur le marché. La demande, elle a été faite en 1996, et de 1996 à 2011, 2011 est le premier rapport public de la FDA sur cette question. J'ai un peu regardé ce qui s'était passé et je ne vais pas vous faire tout le détail parce que ça serait trop long, mais je vais directement vous donner la conclusion. C'est une improductivité scientifique, technique, sociale et économique très, très forte. C'est-à-dire qu'en 2011, lorsque la FDA publie son rapport, en gros, c'est l'aveu qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est l'aveu que finalement, on ne sait toujours pas ce que c'est un poisson génétiquement modifié. Pourquoi ? C'est qu'en 1996, ils n'ont pas fait l'effort que j'appellerais ici précisément éthique, dans un sens très fort, de se poser pour savoir de quoi on parle. Et comme ils ne se sont pas posés, on reviendra sur cette question du temps, pour savoir de quoi on parle, ils ont considéré le poisson génétiquement modifié comme un nouveau médicament. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça a posteriori, mais c'est issu d'un raisonnement bureaucratique très, très, très poussé de la part de la FDA, qui a considéré que finalement, ce qu'elle savait bien faire, c'est étudier le risque toxicologique et un petit peu le risque environnemental des nouveaux médicaments, que la construction génétique qui était insérée, donc c'est une hormone de croissance couplée avec un gène de résistance au gel, qui permet au saumon de grossir 2 fois plus vite qu'un saumon d'élevage classique. Donc cette construction génétique qui a été insérée, la FDA a considéré qu'elle améliorait finalement l'organisme, elle lui apportait un plus, donc c'était un médicament. Mais comme, vous savez bien que quand on insère un gène, ça va partout, d'autant plus chez le poisson, dans le génome. On ne sait pas bien d'ailleurs aujourd'hui encore maîtriser le site d'insertion. On va dire que c'est le poisson entier qui est un médicament et que la personne humaine qui va l'ingérer, on va considérer que c'est pareil que si elle ingérait un nouveau médicament. Donc on va prendre les mêmes procédures. Donc vous comprenez bien que là, l'effort intellectuel que j'appelle précisément, et je répète éthique, a été complètement balayé. Et finalement, tout le reste, c'est-à-dire toutes les évaluations des risques toxicologiques, environnementales, tout ce qui s'en est suivi, je considère que c'est simplement les conséquences normales du fait que l'on n'ait pas au départ dit mais finalement, mettons-nous autour de la table. Et là, peut-être on rejoint la question du principe de précaution qui n'est pas
d'arrêter ou de limiter la recherche, mais qui est de prendre le temps de savoir ce que l'on est en train de faire. Finalement, ce temps-là n'a pas été pris, et le résultat, c'est qu'en 2011, les scientifiques de la FDA, en tout cas ceux de la commission consultative de la médecine vétérinaire, qui étaient chargés d'évaluer le rapport de la FDA, étaient incapables de tirer des conclusions. Que ce soit d'ailleurs sur l'interdiction ou sur l'autorisation, sachant qu'actuellement on a une forme d'interdiction, mais qui est complètement floue en termes juridiques. Voilà, donc je crois qu'ici la responsabilité, l'éthique de la responsabilité sociale à propos des biotechnologies, c'est en premier lieu un enjeu de savoir finalement de quoi on parle et quelle conception des objets avons-nous à propos des biotechnologies. Cette conception que je défends, qui est une conception épistémologique de l'éthique, ce qui consiste d'abord à faire un travail sur la question des objets dans toutes leurs dimensions. Donc ça dépasse assez largement finalement la question des éthiques appliquées, puisque là on va vraiment toucher tous les secteurs des éthiques appliquées pour essayer de comprendre l'objet, et aussi tous les secteurs scientifiques. Et là on va mettre en avant la question de l'interdisciplinarité dans les sciences, pour essayer de circonscrire ça. Je crois, et je connais moins le problème des OGM végétaux en France, même si j'en ai été l'observateur, je crois que c'est à peu près le même problème. En tout cas, si l'on observe que cette question, elle s'est posée essentiellement via le prisme du risque, le risque étant finalement une réduction de l'objet à deux dimensions. Sa dimension, j'allais dire, alimentaire, toxicologique, ce que les humains vont ingérer, on essaye d'en évaluer le risque, et sa dimension très importante, mais c'est une dimension parmi d'autres, environnementale, c'est-à-dire la façon dont cet OGM va finalement vivre avec son environnement naturel ou socio-naturel. Donc cette centralité du concept de risque dans l'évaluation des OGM, finalement, montre qu'on a réduit l'objet à deux dimensions, à des dimensions maîtrisables scientifiquement, et encore que, et Pierre-Henri Gouillon, je crois, est bien placé pour le dire, avec énormément de réserves, même sur ces procédures d'évaluation, somme toute à deux dimensions, et il y a énormément de réserves à apporter là-dessus. Mais tout ce qui est effectivement la question du développement, par exemple économique, tout ce qui est la question du mode de protection de l'innovation, tout est la question du rapport culturel au territoire. Toutes ces questions-là, évidemment, ne sont pas réductibles au risque et ne sont donc pas traitées dans les évaluations. Ils font pourtant partie du débat public, ce qui m'amène à dire que l'on doit revoir notre conception des objets de façon multidimensionnelle. Et l'éthique doit porter sur ces objets-là et non pas porter a posteriori sur des objets dont on a déjà décidé ce qu'ils étaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc l'éthique, ici, crée un espace. L'éthique, pris dans sa dimension épistémologique, crée un espace qui est un espace de projection où l'on va pouvoir, enfin, peut-être, penser des tensions fondamentales. C'est-à-dire, à mon avis, à propos des biotechnologies, l'enjeu éthique premier, c'est celui de notre responsabilité, c'est de ne pas taire les tensions, ne pas taire les conflits, mais plutôt, comme effectivement un philosophe et deux philosophes que j'apprécie particulièrement, Miguel Benazaya et Angélique Delray, parlent d'éloge du conflit. Je crois qu'il faut nous faire l'éloge du conflit, l'éloge de la tension fondamentale, non pas pour entrer en guerre de tous contre tous, mais pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, quels sont les problèmes auxquels on a affaire, auxquels on doit faire face. Et de ce fait, l'éthique ici interroge finalement la question fondamentale des cohabitations. Peut-on cohabiter ? Pour répondre à cette question, il faut résoudre la question des conflits, il faut résoudre la question des tensions et non pas les lisser, les diluer dans le langage, les diluer dans les procédures, les diluer dans le discours finalement, le discours publicitaire à propos des biotechnologies. Donc cet espace que l'on crée est un espace de projection où peuvent se penser des tensions à propos des biotechnologies, et de façon générique ici, sans parler de telle ou telle biotechnologie, j'identifie moi 3 tensions finalement qui sont autant de questionnements éthiques dont je ne vais pas répondre, mais qui sont justement ici pour ouvrir la discussion. 3 tensions que je soumets donc à notre discussion à propos des biotechnologies. Et puis, si vous le voulez bien, je finirai là-dessus. La première, c'est celle de
la représentation des sciences. Alors, j'en ai un peu parlé, mais ici, je voudrais identifier la tension plus précisément. Ici se joue une tension entre ce que j'appelle, bon, c'est un peu un jeu de mots, mais ça vaut ce que ça vaut, une tension entre sciences compliquées et sciences impliquées. La science compliquée, finalement, c'est ce discours selon lequel il faudrait revendiquer une forme de neutralité axiologique pour la science compliquée, celle des laboratoires, celle qui effectivement nécessite un certain nombre de bagages scientifiques, parfois effectivement très compliqués. Mais derrière science compliquée, j'entends cette science compliquée dont on ne peut pas vraiment toucher parce qu'elle est justement compliquée et qu'elle ne nous regarde pas, et qu'il faudrait ensuite appliquer, dupliquer et aussi expliquer au public. Cette science compliquée qu'il faudrait appliquer, dupliquer et expliquer, je crois que c'est le paradigme dominant, celui dans lequel s'inscrit la neutralité axiologique. La science, en soi, elle ne porte rien de déterminant en termes de valeur. Elle essaye de découvrir le monde, de comprendre les procédés, de comprendre le vivant. Et puis finalement, la question éthique, elle ne se pose qu'après, sur les applications de cette science. Voilà, je crois que là, il y a une tension entre cette vision-là des sciences et une autre que j'appelle impliquée, une science impliquée, c'est-à-dire une science impliquée à propos des conséquences. C'est-à-dire qui pense les conséquences dès le départ, qui ne se pense pas comme une extériorité sociale, mais qui se pense dans son environnement dès le départ et qui fait des conséquences ou des intentions, des valeurs, des relations, comme je l'ai dit précédemment, des éléments constitutifs de sa démarche. Voilà. Ces sciences impliquées, ce sont aussi des sciences, comme Isabelle Stengers le dit, qui permettent finalement aux scientifiques de sortir du somnambulisme dans lequel il est. Somnambulisme, c'est-à-dire de rester aveugle finalement au bruit, les bruits étant ceux de l'économique, du social, de tout ce qui ne concerne pas finalement le cœur de la science. Donc j'identifie ici, je crois, voilà, c'est une tension éthique, semble-t-il, assez importante, celle entre sciences compliquées et sciences impliquées. De quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle des sciences ? Y a-t-il vraiment sciences fondamentales, sciences appliquées ? Et vers où doit-on aller, puisque la visée justement dans laquelle nous nous inscrivons, qui est construite par ce questionnement éthique, doit nous interroger pour savoir vers où doit-on aller dans nos représentations des sciences. Donc ici, bien sûr, je ne donne pas de réponse, je soumets cette tension qui, me semble-t-il, est très forte. La deuxième, elle est à propos de ce que l'on appelle l'innovation. Emmanuel en a parlé tout à l'heure, à propos de l'innovation biomédicale. Bon, l'innovation, vous comprenez bien ici que, parce que personne ici n'est naïf, ça fait partie de la novlangue, la nouvelle novlangue biotechnologique, où l'innovation est partout et nulle part. C'est un mot un peu valise, mais toujours est-il que l'innovation, voilà, c'est très présent, on en parle, et donc on ne peut pas non plus évacuer ce concept. Et justement, l'éthique va essayer de clarifier et là identifier une tension à propos de l'innovation, je crois, qui est très forte aussi, entre une vision de l'innovation que je vais appeler l'idéal de la solution miracle versus une conception d'innovation qui serait plutôt la multiplication de l'imparfait. L'idéal de la solution miracle versus la multiplication de l'imparfait. Dans le domaine des biotechnologies végétales, vertes, on voit très bien que pendant très longtemps a survécu le paradigme de la solution de l'idéal de la solution miracle, où par la biotechnologie, que ce soit la chimie, ensuite les gènes, puis leur combinaison, va résoudre tout le problème finalement de l'agriculture, qui est un problème assez simple, voilà, qui est celui de réussir à nourrir 9 milliards de personnes sans détruire la planète d'ici 2050. Problème assez simple. Vous comprenez bien que ici, l'idéal de la solution miracle a buté sur la complexité du problème et que finalement, ce qu'aujourd'hui certains prônent, c'est plutôt la multiplication de l'imparfait, des outils imparfaits, des savoirs imparfaits, des solutions imparfaites, mais qui entre elles, pensées ensemble, peuvent apporter peut-être une partie de la réponse. Donc dans la protection des cultures, en agriculture, ça a été très fort et je crois que c'est quelque chose que l'on peut étendre à toutes les biotechnologies. Alors pour les adeptes du vocabulaire académique, c'est ce qu'on appelle la tension entre l'innovation, le modèle diffusionniste et l'innovation buissonnante. Alors moi j'aime bien aussi notre vocabulaire, c'est plutôt l'innovation
interventionniste, c'est-à-dire celle qui va apporter de la complexité au problème en apportant quelque chose, et l'innovation de retrait qui va plutôt penser qu'est-ce qu'il faut retirer au système pour résoudre le problème. Donc, bon, ça, c'est évidemment des débats dans les théories de l'innovation qui sont extrêmement intéressantes, mais j'identifie ici une tension très importante. Puis la troisième et la dernière, si vous le voulez bien, c'est une tension à propos du temps, qui est ici, à mon avis, aussi un absent un peu trop remarqué des débats éthiques, hein, la question du temps. À l'espace éthique Île-de-France, on reprend justement cette question en main, la question du temps de façon très forte, parce qu'elle est très importante dans la question des diagnostics précoces. Ici, la tension que j'identifie, hein, toujours des jeux de mots, c'est entre accélération versus attention. Hartmut Rosa, sociologue et philosophe allemand, a bien documenté le fait que nous soyons dans une société de l'accélération. Hein. Il parle de l'accélération technique, de l'accélération des rythmes de vie, de l'accélération sociale. Donc évidemment, la science, les techniques, les biotechnologies sont complètement prises dans cette norme silencieuse de l'accélération, notamment par quelque chose qui a été très bien documenté, qui est la rhétorique du retard, c'est-à-dire les biotechnologies aujourd'hui sont là beaucoup pour essayer de rattraper un retard par rapport à qui, on ne sait pas trop, probablement les Américains, aujourd'hui les Chinois, mais en tout cas on est en retard et tout le monde doit bien en avoir conscience. Et donc pour rattraper le retard, il faut accélérer. Et cette accélération, aujourd'hui, elle est évidemment problématique dans un certain nombre de cas, puisqu'elle crée des dysfonctionnements. La voiture, ça nous permet d'aller plus vite, mais comme tout le monde veut aller plus vite, ça fait des embouteillages. Ce dysfonctionnement structurel de l'accélération, on le retrouve également aussi dans les sciences avec le système des publications, où il faut publier de plus en plus vite, mais en publiant de plus en plus vite, on multiplie finalement les erreurs, les résultats qui sont inintéressants ou qui ne prennent pas en compte l'historicité de la problématique. On sait aujourd'hui que le CNRS au niveau national, puis au niveau international, suite à la déclaration de Singapour, il y a une préoccupation très forte pour le plagiat, la fraude, la falsification, qui, je crois, sont simplement des conséquences de cette accélération des rythmes de la production scientifique, mais qui est aussi une accélération des rythmes de la production des objets biotechnologiques. Donc l'accélération, elle crée des dysfonctionnements structurels dans les sciences, elle crée aussi des pathologies sociales, hein, pour reprendre les termes d'Hartmut Rosa. Et une des pathologies sociales de l'accélération, c'est celle de la désynchronisation entre le rythme des sciences et des techniques et le rythme de l'appropriation sociale de ces sciences et des techniques. On est dépassé, ça va trop vite, je ne sais plus où on en est. Évidemment, pour comprendre ce qui se passe dans le domaine, par exemple, aujourd'hui de l'ingénierie du vivant, où on est loin aujourd'hui des techniques simples de la transgénèse, mais on a dépassé largement ça, c'est extrêmement difficile de se resynchroniser au rythme de la science et les techniques, même s'il y a des associations ou des lieux académiques qui essayent de rattraper ce fossé temporel entre l'accélération technique et son appropriation, sa compréhension sociale. Mais toujours est-il qu'ici, il y a une forme de pathologie sociale que l'on identifie dans les débats d'ailleurs, ou toutes les démarches participatives. Donc face à ce paradigme de l'accélération, je crois que se joue en tension le paradigme de l'attention, celui du soin, celui du prendre soin, donc être attentif aux choses, aux humains, à la nature, aux objets, qui lui, ce paradigme du soin, qui à mon avis est transversal et qui s'il est issu de l'éthique du soin, biomédicale, mais pas seulement, je crois que s'élargit aujourd'hui de façon générique à tous les domaines. Et cette question de l'attention, prendre le temps de prendre soin de l'objet, l'objet ici, prenez-le vraiment de façon très, très large, je crois qu'aujourd'hui, ce paradigme de l'attention, du soin, télescope celui de l'accélération. Si on n'a pas le temps, si on est pris dans des contraintes temporelles, finalement, on ne peut pas prendre soin des objets. C'est ce qui s'est passé avec ce petit exemple que je vous ai cité du saumon transgénique aux États-Unis, où on n'a pas pris le temps de prendre soin de l'objet, c'est-à-dire de l'objet dans toutes ses dimensions, pour savoir de quoi on parle. Voilà, donc je crois que notre responsabilité, l'éthique de la responsabilité sociale que j'essaye d'esquisser ici, c'est une responsabilité de participer à cet espace de mise en tension, qui est un espace forcément public, hein, au sens vraiment de John Dewey, où on met les choses dans l'espace public, où il est permis
de discuter, simplement de discuter et d'identifier ces tensions. J'en ai cité 3, mais il y en a bien entendu bien d'autres, et on pourrait élargir la liste. Et finalement, la question de fond, la visée bonne, la visée de vie bonne qui est derrière ce questionnement, c'est celle de la construction possible d'un monde commun. Résoudre ou identifier ces tensions, c'est aussi participer finalement à la question de la construction d'un monde commun. Voilà. Je vous remercie. J'ai une question sur éthique du soin. En fait, on n'a pas défini encore ce matin ce qu'on appelle éthique. Et pour moi, c'est presque un pléonasme. Alors, je ne sais pas s'il y a éthique de quelque chose ou si l'éthique n'est pas en elle-même le prendre soin de la vie, de l'homme. Enfin, c'est toujours en vue de sauvegarder l'humain et son environnement. Prendre soin du vivant, de l'humain, voilà. Est-ce que c'est pas ça l'éthique, quoi? C'était pour avoir une définition un peu plus précise de ce que vous entendez par éthique. Et auquel cas, est-ce qu'il y a éthique de quelque chose? Non, c'est une très bonne question, effectivement. Bon, l'éthique du soin, c'est une éthique effectivement particulière avec des théories extrêmement complexes qui se sont développées, d'ailleurs dont je ne suis pas du tout le spécialiste. Mais je crois que vous avez raison de dire que finalement, la légitimité d'une éthique du soin, voilà. Sachant que le soin est peut-être consubstantiel à l'éthique. Mais là, dire les choses de cette façon-là, bon, c'est un peu répondre avant à la question de qu'est-ce que l'éthique. Moi, je m'interdis finalement de répondre en disant que c'est une façon de voir les choses, que le soin soit consubstantiel à l'éthique. J'allais dire, après voilà, c'est vraiment ma conception, c'est de dire que l'éthique doit plutôt interroger qu'est-ce qui fait obstacle au soin, ou dans quelle tension se joue finalement aujourd'hui la question du prendre soin. Ici, j'ai identifié qu'elle s'inscrivait dans une tension entre accélération et attention. Voilà. Et effectivement, comment ici le soin rencontre des obstacles, s'adapte, est ignoré. Voilà. Je crois que dans une perspective où on ne définit pas justement ce qu'est l'éthique, on évite de le faire. Et je crois que c'est ce qui va permettre à l'éthique finalement sa pertinence. Enfin, je crois. Mais on en fait un exercice très fort de questionnement sur des tensions. Voilà. Dans ce cas-là, le soin, évidemment, est partie prenante. Mais voilà, je ne m'inscris pas mon propos dans l'éthique du soin, par exemple. Voilà. J'avais une question, et sans chercher des nouveaux alibis éthiques, est-ce que vous pensez que pour la recherche fondamentale, on devrait mettre en place des comités qui demanderaient aux chercheurs fondamentaux qui innovent, qui découvrent des nouvelles molécules, un processus un peu d'autorisation qui amène à penser aux conséquences potentielles à très long terme, à très grande échelle? Est-ce qu'on devrait demander aux chercheurs très précocement déjà comme ça, de se projeter beaucoup plus vers les conséquences ultimes de leur découverte, ou est-ce que c'est utopique? Toucher la question de l'autonomie de la recherche et des décisions sur ses orientations. Alors ici, le débat aussi est assez compliqué, puisqu'il y en a qui prônent l'autonomie de la recherche et de la science en disant les résultats ne sont pas prévisibles. Effectivement, un certain nombre de découvertes scientifiques se sont faites fortuitement, et que s'il y avait eu l'ANR sous Pasteur, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc il y a toutes ces argumentations-là qui prônent l'autonomie finalement de la recherche scientifique, son auto-organisation dans ses orientations. Et tout ça, derrière tout ça, on a bien entendu beaucoup de relents, j'allais dire, d'un idéal de la science tour d'ivoire, finalement, qui est auto-organisé. Et puis d'un autre côté, finalement, une autre pression qui est celle selon laquelle, effectivement, ce que vous dites, il faudrait co-construire les orientations de la recherche et obliger finalement les chercheurs, les scientifiques, à penser dès le départ aux conséquences de leur recherche, toutes les conséquences. Bon, donc ce débat-là est très vif. Je crois que de toute façon, actuellement, il y a un certain nombre de facteurs qui font que l'autonomie de la recherche est une utopie. Ne serait-ce que pour deux raisons principales. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a de fortes pressions économiques sur les orientations de la recherche. Et que de toute façon, aujourd'hui, les programmes de recherche ne sont pas décidés par les scientifiques seulement. Ils sont décidés par des pressions économiques, des pressions de l'État, des pressions aussi, et ça il faut le souligner, de la demande sociale. Aujourd'hui, il y a une revendication très forte que la science réponde à des questions concrètes, et c'est ce qu'on appelle la demande sociale. Donc j'allais dire, aujourd'hui, on ne peut plus vraiment penser l'autonomie. La question, c'est de penser les procédures
les procédures qui permettent de maintenir une science épistémologiquement robuste tout en prenant en compte les facteurs externes qui déterminent ses orientations et qui permettent de penser ses conséquences. Je crois que c'est vraiment ça. Et je ne suis pas sûr que les comités d'éthique soient forcément la bonne solution. C'est un élément parmi d'autres. Les comités d'éthique ont leur rôle à jouer, mais je crois qu'ils jouent un rôle qui est utile à un certain moment du processus d'élaboration des connaissances. Souvent, ça dépend des comités, pas faire de généralité. Mais voilà, je crois qu'il faut trouver d'autres procédures dans la co-construction des orientations de la recherche qui rééquilibrent peut-être les facteurs externes qui déterminent les orientations de la recherche. Actuellement, effectivement, il y a des déséquilibres, il y a des fortes pressions économiques sur la recherche. Comment on fait pour rééquilibrer par rapport à la demande sociale, par exemple? Voilà. Et j'allais dire, moi, je n'ai pas la réponse, mais vous posez la question de l'autonomie.